Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur France 3 Alsace. Alsace Matin, 50 minutes pour faire le plein d'infos pratiques, de bonnes adresses et de découvertes aussi. Au sommaire aujourd'hui, comment lire dans les nuages, comment comprendre la force du vent. Jean-Sébastien Beck, météorologue passionné, auteur de nombreux livres sur la question, nous donnera quelques conseils. Tout le cabaret alsacien, enfin presque tout, c'est le titre du documentaire que signe Gabriel Goubet, un film à découvrir en ce moment même dans les salles de cinéma alsaciens et très bientôt sur France 3 Alsace. Le messager boiteux de Strasbourg a 200 ans, c'est le plus ancien almanach de France. Notre invité Bernard Ribel nous racontera son histoire et son rôle dans la France d'aujourd'hui. Enfin, Route 67 nous emmène dans les coulisses du vaisseau amiral du livre, la médiathèque André Malraux, extrait. Alors ça, ce sont les souvenirs laissés involontairement par les lecteurs dans les livres et qu'on retrouve dans les livres qu'on range. Il y a les tickets de train, les petits mots doux, celui-là est particulièrement sympathique. Mon amour, tu es une petite coquine que j'aime. C'est bon la vie avec toi, ne te prends pas la tête pour les organisations et profite de l'instant. Et la suite dans quelques minutes. Et puis, vous le savez, la grosse actualité d'aujourd'hui et puis de la fin de semaine, c'est le rallye d'Alsace qui démarre aujourd'hui. France 3 Alsace est mobilisée pour vous faire vivre ces 4 jours d'événements sportifs. On retrouve tout de suite Karine Gélébar qui se trouve dans le centre névralgique de ce rallye finalement. Bonjour Karine. Bonjour Astrid et bonjour à tous. Effectivement, ici, c'est le cœur de l'événement. C'est le parc d'assistance technique installé juste à côté du Zénith de Strasbourg. C'est un peu le camp de base de tous les pilotes et de toutes les équipes. C'est ici que le public peut les voir, peut admirer les voitures, peut voir les pilotes. Le public qui arrive depuis ce matin 8 h, c'est le début des essais. Ici, à la Plaine des Sports d'Haute-Pierre, les pilotes testent un petit peu leur voiture. Et le public est déjà au rendez-vous. Ça ne va pas s'arrêter de tout le week-end ici au parc d'assistance technique. On vous fait faire un petit tour ce matin. Et à tout de suite Karine. Alors évidemment, il y a une chose que les pilotes vont regarder avec beaucoup d'attention ce matin, c'est évidemment la météo. Et on va le faire avec eux, un petit coup d'œil au baromètre, avec ce bel anticyclone qui s'est installé sur la France et sur l'Alsace également. Les formations brumeuses en plaine vont se dissiper au fil des heures, laissant place à un beau soleil. Vous le voyez, il y aura encore quelques nuages accrochés au-dessus de 2000 mètres, mais rien de très méchant. Les températures restent extrêmement douces pour la saison. Elles sont supérieure au normal d'ailleurs. Regardez, 22 degrés du côté de Guebwiller, 23 à Saverne, Wissembourg et 24 à Colmar. Je profite de la présence de notre invité passionné de météo, Jean-Sébastien Beck, pour le faire réagir. Le temps qu'on a en ce moment, c'est normal ? Bonjour, oui, ça arrive très fréquemment. C'est ce qu'on appelle aussi l'été indien. Vous avez déjà entendu cette expression qui est canadienne et qui, en fait, au Canada, se produit souvent beaucoup plus tard. Fin octobre, et à ce moment-là, à la fin de cet été indien, c'est tout de suite la neige et le grand froid. Donc ce n'est pas le cas chez nous. Nous avons déjà bénéficié d'un très beau mois de septembre. Il faut dire que l'été n'était quand même pas génial. Voilà, exactement, c'est une revanche, si vous voulez. Oui, on a eu très peu de jours de pluie, 7 exactement, dont un jour vraiment très pluvieux, c'est-à-dire il est tombé plus de 10 litres de pluie au mètre carré, et on a eu un bel ensoleillement, un peu de brouillard, mais pas trop non plus. Voilà, on parlera encore météo dans quelques instants. Et si vous le voulez bien, on va jeter d'abord un petit coup d'œil sur la presse régionale, les articles qu'il faut retenir ce matin avec, par exemple, à la une de la page région d'EDNA, l'ouverture aujourd'hui à Strasbourg de la conférence des grandes écoles, une véritable carte de la diversité. 160 représentants d'écoles d'ingénieurs et de commerce se retrouvent, par exemple, pour évoquer leur avenir. On apprend notamment que la formation d'un ingénieur coûte 10 000 € par an. Dans l'Alsace, maintenant, c'est la 200 millième Peugeot 2008 qui est sortie hier des lignes de production mulhousiennes. Une bonne nouvelle pour le site industriel qui confirme la bonne santé commerciale de ce crossover urbain. Enfin, à lire dans le cahier de l'Alsace centrale, le travail d'orfèvre des étudiants en restauration de l'école des Beaux-Arts de Tours. Ils préparent une 50aine de sculptures en bois polychrome en vue de leur stockage. Ces sculptures vont être enfermées pendant 2 ans durant le chantier de restauration de la bibliothèque humaniste de Célestat. C'est l'heure maintenant de notre rendez-vous Rundum. Notre série en alsacien feuillette cette semaine le journal de guerre d'Adolphe Dott, Sabine Pfeiffer.
Bonjour zusammen. Die Krisenerinnerungen von meinem Großpapa führen uns jetzt schon bis 1918. Hier im März verlässt er das jetzige Litauen und zu Fuß und im Zug kommt er wieder nach Weißrussland, diesmal in die Gegend von der Stadt Polotsk, das heutige Polak. Hier ließ es sich eigentlich ganz gut aushalten. Die Unterbringung war anständig, die Leute, bei denen wir verquartiert waren, waren in jeder Hinsicht zuvorkommend. Die letzten Monate vergehen ruhig. Der Adolf und seine Kompanie spielen Karten, baden im See und verfolgen durch Zeitungen die Ereignisse bis zum Kriegsende. Endlich am 21. November dürfen auch sie heimzu, aber zu Fuß, denn zig dienen für den Transport von Material. Den Tag werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ein kleines Fähnlein gewappneter Krieger war es, das ich im Hausflur der Kadettenanstalt in Polotsk zum Abmarsch nach der treuen Heimat antreten ließ. Am Tag darauf, am 22. November, empfängt Straßburg die französische Truppe. Und am 25. kommt der Peter, Sieger von Verdun, und besichtigt das Münster. Aber sie stiefeln immer noch im fernen Osten rum. Am 25. November Weitermarsch bis Moravce. Es wird flott darauf losmarschiert, die Heimat zieht magnetisch an. Am 9. Dezember ist der Poincaré der französische Präsident, der Straßburg besucht. An demselben Tag erreichen sie ihre Bahn, aber wir noch 5 Tage warten, für einen Zug zu kriegen. War das ein Abschiedsnehmen und ein Händeschütteln von den zurückbleibenden Kameraden. Es war zum Herzzerbrechen. Der Zug fährt im Schneckentempo, wenn er nicht stundenlang stehen bleibt. Insgesamt brauchen sie 8 Tage. Weiter ging es unserem Ziele, Kehl, entgegen. Wir sind daheim. Oder? In Kehl angekommen, müssen sie zu Fuß über die Rheinbrücke. Aber hier erwarten sie französische Soldaten. Mitten auf der Brücke ein Posten, der einem Zouavenregiment angehörte. Ich trug noch mein Ordensband, meine Achselstücke und Kokarden. Die Sachen musste ich erst entfernen. Die Achselstücke übergab ich dem alten Vater Rhein zum Weitertransport. Von so einer deutschen Einstellung 1918 leist man selten etwas. Aber ist mein Großpapa selber so eine Ausnahme gewesen? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire est généralement écrite par les vainqueurs. Donc, ces images de foule en liesse, d'Alsaciens accueillant les troupes françaises, le gouvernement français en avait besoin pour justifier le retour de la région sous le giron français. Donc certes, une partie de la population était contente de voir revenir les troupes françaises. Après, ce n'était pas le cas de tout le monde. Ich muss es mir versagen, das niederzuschreiben, was mein Herz zu jener Stunde bewegte. Es gibt eben Leute, die Gesinnungen nicht wechseln können, wie man ein schmutziges Hemd wechselt. Er ist wie ein Find behandelt worden. Dort dabei ist seit 1870 Propaganda getrieben worden. Unsere braven Elsässer in Frankreich nachtrühren. Und wenn man es endlich unter der Hand hat, fangen wir sie an durchzufilzen und ihnen vorzuwerfen, als sie Deutsche gewesen sind. Ja, wer hätte es dann gewählt? Und nun nahm ich meinen Koffer auf den Rücken und wanderte den heimatlichen Penaten zu. Das ist ein normaler, ehrlicher, guter Elsässer gewesen, wie sie nicht Pflicht gemacht hat. Man ist darüber nicht zu sagen, wie dösig und unterdösig von anderen. Man darf es nicht mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, das ist eine andere Situation. Höchstwahrscheinlich hat Adolf dort sein Buch vor allem für sich selber geschrieben. Aber er hat dabei auch seinen Enkeln geholfen, die Periode von der elsässischen Geschichte besser zu begreifen. Es ist ein Teil der Geschichte, wie man nicht viel kennt und man redet nicht über dieses Thema. Meinen Großpapa habe ich nicht gekannt und für mich ist es auch wichtig, ein bisschen von seinem Leben ein bisschen zu kennen. Durch das Buch hat er mir vieles übertragen und vor allem hat er mir zu verstehen gegeben, wie schnell man durch falsche Brille die Geschichte verzerren kann.
10h, passé de 2 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3. C'est Alsace Matin, votre émission d'info pratique. Et notre page pratique aujourd'hui est précisément consacrée à la météo. Vaste sujet, sujet universel s'il en est, Jean-Sébastien Beck. Et très important, vous savez que les bulletins météo à la télévision sont les émissions les plus suivies. Eh bien, nous le savons. Mais nous oui. sommes bien placés pour le savoir, figurez-vous. Je vous présente en 2 mots. Vous êtes un passionné de météo. Oui. Vous avez écrit de nombreux livres sur la question. Le dernier en date, c'est Le temps au gré des jours. Il y en a un autre en préparation, on en reparlera aussi. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie, depuis ces dizaines et dizaines d'années, de suivre la météo d'aussi près? Qu'est-ce qui vous passionne tellement dans cette science? Ce sont des événements climatiques qui se sont produits dans ma jeunesse et qui ont éveillé ma curiosité. Il y a eu cette tempête de neige le 7 février 1958 où il est tombé 48 cm de neige sur Strasbourg en une nuit. Comment est-ce que c'est possible? Et voilà, et j'ai essayé de savoir. La même année, le 11 août, il y a eu un orage de grêle avec des grêlons qui pesaient presque 1 kilogramme. Donc c'était quelque chose d'exceptionnel. Et effectivement, ça m'a porté à en savoir plus. Et de là, à faire des relevés météorologiques. Parce que j'attendais toujours des événements de ce genre, qui sont relativement rares, heureusement aussi. Alors justement, si on a envie, comme vous, de s'intéresser de près à la météo, donnez-nous quelques conseils très pratiques. D'abord, est-ce qu'il faut investir dans un matériel particulier? Non, absolument pas. À l'époque actuelle, en suivant les bulletins météorologiques à la télé ou à la radio, on est à peu près au courant, tout le monde à peu près du temps qu'il va faire, mais on peut acheter actuellement des petits appareils, des petites stations météo, même à partir d'une centaine d'euros. L'électronique, c'est formidable, ça nous a permis de nous équiper. Bon, il y a des stations un peu plus cotées, un peu plus fiables. Vous en utilisez vous-même? Oui, bien sûr, j'ai une station météo. J'ai fait aussi des relevés pour Météo France, comme beaucoup de bénévoles dans la région. Mais il y a un système très simple. Vous prenez un beau galet du Rhin, vous l'attachez à une ficelle et vous le mettez dans votre jardin ou devant votre fenêtre et vous regardez au lever du jour votre caillou. Alors s'il est blanc, c'est qu'il a neigé. S'il est mouillé, c'est qu'il a plu. qu'il pleut. Voilà. S'il bouge beaucoup, c'est qu'il y a du vent. Voilà, vous êtes formidable. Et s'il n'y a plus de pierre accrochée à la ficelle... C'est que le voisin l'a volé. Non, c'est qu'il y a une tempête. Voilà, donc bon, bien sûr, c'est pour rigoler, mais oui. C'est vrai, il faut être observateur. Et dans le temps, je dis dans le temps, à la campagne, on avait des habitudes, on observait vraiment, on a un peu perdu ce regard sur le ciel. Alors justement, vous, quand vous regardez le ciel, faisant abstraction de toutes les machines que vous pouvez avoir chez vous, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous cherchez à voir surtout? Déjà, l'état du ciel, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des nuages et quelle sorte de nuages? Donc c'est peut-être un peu compliqué d'en parler maintenant parce qu'il y a plusieurs étages de nuages, des formes différentes, et ça nous indique aussi comment le temps va évoluer quand on a un petit peu d'expérience. Moi, je les photographie, donc c'est quelque chose d'important, et j'ai une photothèque météorologique ou climatique d'à peu près 15 000 photos. Vous voyez, depuis le temps que je fais des photos, je les garde, je les archive, je fais des expositions photos également. Est-ce qu'il y a des heures dans la journée auxquelles c'est bien de scruter le ciel? Le matin et le soir, parce que l'éclairage du soleil est rasant. C'est-à-dire qu'on voit bien ressortir les nuages qui sont dans le ciel. Alors, le plus beau moment, le plus bel instant, c'est le coucher du soleil, parce que là, il y a un éclairage en général magnifique, et ça découpe bien dans le ciel les différents nuages. Et la couleur du ciel peut aussi nous aider. Par exemple, un beau ciel rose le soir, avec des petits filaments de cette belle couleur, ça signifie en général du beau temps. Le lendemain. Quand il y a des nuages noirs dans un ciel jaunâtre, ça signifie en général qu'on se dirige vers du mauvais temps, plutôt que vers du beau temps. Mais le matin, c'est important. Savez-vous, la rosée est très importante. Lorsque le matin, vous marchez dans l'herbe et que vos chaussures restent sèches, c'est en général un jour où il va pleuvoir. Parce que la couverture nuageuse est déjà présente, il n'y a pas eu de rayonnement nocturne important, la température était relativement élevée par rapport à un jour de haute pression
comme on en a en ce moment où l'humidité est très présente, eh bien, il n'y a pas de rosée. À coup sûr, pratiquement, vous pouvez être sûr qu'il va pleuvoir dans la journée. Voilà, un petit conseil. Très pratique en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Je le rappelle, donc, votre dernier livre, c'est Le temps au gré des jours qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies de la région. Vous en préparez un qui va sortir d'ici 3 semaines. On aura l'occasion sans doute d'en reparler. Et puis si vous voulez rencontrer Jean-Sébastien Beck pour parler pluie et beau temps avec lui, entre autres, eh bien, il sera le 24 octobre prochain à 20h à la Grange au Paysage. Ça se trouve du côté de Lorenzen. Merci beaucoup. Merci. Demain, dans notre page Info Pratique, nous recevrons l'association Thémis. Vous connaissez peut-être cette association. Elle défend et protège les droits des enfants. Nous en recevrons le directeur, Guillaume Albert. Vous avez des questions à poser sur ce sujet. N'hésitez pas à le faire via notre boîte email alsacematin@francetv.fr. Et quoi de neuf maintenant du côté de Mulhouse? Pour le savoir, c'est magique. On se retourne vers les écrans plasma. Géraldine Dreyer y apparaît. Bonjour Géraldine. Vous nous emmenez aujourd'hui à la rencontre d'une vitrailliste. Oui, alors en fait, elle est plus précisément céramiste, mais ce qui est très beau, c'est qu'elle habite à Love. Vous imaginez un nom pareil, Love, c'est magnifique. Alors ça ne s'écrit pas comme en anglais, non. Ça s'écrit L-A-U-W, ça se situe dans la vallée de la Dolère, donc vallée de Masevaux. Cette céramiste s'appelle Lauriane Firoben, elle a beaucoup voyagé. Elle a ramené de la terre, du bout du monde, des techniques ancestrales aussi. Et c'est finalement ces inspirations anciennes et mêlées qui font de son travail, qui donnent à son travail en tout cas une texture et un aspect très particulier. Regardez ce joli portrait signé Stéphanie Malorand et Aline Fontaine. Dans une autre vie, Lauriane Firoben a travaillé dans une grande bibliothèque parisienne sur des manuscrits enluminés. Intéressant, sauf que ça ne la rendait pas heureuse, Lauriane. Son destin était ailleurs, dans la céramique. Elle a eu le déclic lors d'un voyage en Syrie. Ce sont des Bédouins qui m'ont remis sur la piste de ce que j'étais vraiment. Et quand je suis rentrée en France, c'était une évidence pour moi. J'allais abandonner ce parcours intellectuel et puis entendre enfin cet appel de la céramique, de la terre et du feu. La terre, elle la ramasse au gré de ses pérégrinations, de différentes couleurs pour tout un panel de nuances sur les objets qu'elle conçoit. Une même argile va pouvoir donner une grande variété de couleurs. C'est cette argile-ci que j'ai utilisée pour obtenir ces oranges. Et plus le four est chaud, plus l'orange s'assombrit, pour même finir par perdre sa brillance et devenir mat. Le feu, étape cruciale de son travail. La cuisson de ces céramiques se réalise dans un four improbable, une sorte de tipi, du bois et du papier. Un four comme on en utilisait dans un temps ancestral. Une technique que Lauriane a apprise au Mali aux côtés de potières traditionnelles. À chaque cuisson, je construis une matrice autour des pièces. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une genèse et d'un accouchement. Et j'arrive pas à quitter ce dispositif, même si maintenant, depuis 1 an, j'utilise aussi un four à bois en briques. Pendant 6 ou 7 heures, ce four primitif va chauffer, puis le tipi s'embraser. C'est alors que les flammes vont marquer les créations de Lauriane. Le feu va laisser son empreinte sur les pièces qui va générer toute une série de nuances avec beaucoup d'aléatoires. Le feu capte les humeurs du jour. Des pièces uniques qui appellent au voyage intérieur. À découvrir du 3 au 19 octobre à la Décapole de Turckheim. L'atelier de Love se visite aussi sur rendez-vous. Voilà, et là, on le rappelle, dans la vallée de Masevaux. Géraldine, ce soir, il ne faudra pas être surpris, il n'y aura pas de local 68. Eh bien non, Astrid, à événement exceptionnel, mesure exceptionnelle, les 7 minutes de l'édition Alsace, elles seront consacrées au rallye ce soir. On vous donne la main exceptionnellement depuis les antennes de Strasbourg, mais ça sera juste pour un soir, je vous rassure. Demain on sera là. L'édition Alsace, en plus, vous prépare une surprise parce qu'on a beau ne pas diffuser ce soir, on est sur le terrain aujourd'hui. Foliflore démarre ce soir. Foliflore, c'est un événement autour des plantes, des fleurs, des créations florales à Mulhouse, aux journées
d'octobre, qui est la foire d'automne à Mulhouse. Cette année, Mulhouse est la capitale mondiale du bonsaï. C'est pas rien, ça se passe tous les 4 ans. Et à cette occasion, une forêt de bonsaï, une forêt de la paix, est en train en ce moment d'être créée à Mulhouse par 5 grands spécialistes qui viennent des 5 continents. Donc voilà, si vous voulez découvrir la forêt de bonsaï et tout ce qui se passe autour de Foliflore et du bonsaï, ça sera donc demain sur France 3 Haute-Alsace à 19h15. Bonne journée Astrid. Merci Géraldine, très bonne journée à vous du côté de Mulhouse. Et justement, effectivement, ce rallye de France-Alsace, vous le savez, démarre ce matin. Tout au long de cette émission, on va retrouver Karine Gélébar qui se trouve à Strasbourg, au Zénith, dans ce qu'on appelle le parc assistance. Et Karine, vous êtes sur l'un des plus gros stands, me semble-t-il. En tout cas, oui, l'un des plus gros. Exactement, je suis en plein cœur du stand Citroën, la marque aux chevrons. C'était effectivement une des grosses écuries ces dernières années. Et bien, vous le savez sans doute, cette année, il n'y a pas Sébastien Loeb, il n'y a pas le héros alsacien, le nonuple champion du monde. Alors, on va poser la question à Marek Navarewski, qui est le team manager, un peu le grand patron de ce stand. Comment on gère l'après Sébastien Loeb chez Citroën Cette année, c'est une nouvelle saison avec des nouveaux enjeux qui a commencé pour Citroën Racing, pour la marque Citroën, avec l'engagement rallye qui a des objectifs différents. Et ici, en Alsace, plus particulièrement, c'est un événement très important pour nous, un grand événement populaire qui rassemble beaucoup d'intérêts de spectateurs, de nos sponsors, de nos partenaires, mais aussi des collaborateurs Citroën qui sont toujours présents, nombreux sur ce rallye pour suivre cet événement. Et aujourd'hui, à l'issue de Shakedown, il apparaît qu'on essaye de mettre en œuvre toute notre expérience des années passées pour avoir des bons résultats, une fois de plus. Oui, vous êtes là, comme toujours. Là, il y a 2 voitures. On voit les techniciens, ils sont en train de trafiquer dans les capots. Ils font quoi, en fait? Là, c'est le retour des check-downs, des essais. Les pilotes ont donné un peu leurs impressions et ils travaillent dessus, c'est ça? Voilà, donc ce matin, nous avons fait la première spéciale de test, qui s'appelle le check-down, pour essayer de mettre en situation les voitures et les pilotes, valider les réglages, valider les conditions sur les routes. Donc la petite spéciale a permis de faire les premiers kilomètres, de confirmer que les voitures sont bien prêtes. Et maintenant, donc, les mécaniciens vérifient tous les éléments techniques, peaufinent les réglages afin que les voitures soient prêtes pour partir demain. Et ça se fait en public. C'est un peu l'intérêt de venir ici, c'est de vous montrer, votre travail et de faire venir le public jusque devant vos stands. Alors ça, c'est la particularité du rallye, qui reste un sport automobile très ouvert aux spectateurs. C'est très important d'assurer la proximité des voitures, des pilotes, pour que tout le monde puisse voir de près et découvrir comment ça marche, comment fonctionne une équipe de rallye. Et on est content d'autant plus quand les spectateurs sont là et sont nombreux pour voir notre travail. Donc voilà, vous pouvez venir tout le week-end. Le stand Citroën est ouvert. Il n'y aura plus Sébastien Loeb, mais il y a d'autres pilotes très expérimentés. Mats Ösberg, vous allez jouer encore quelque chose ce week-end. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et à tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure, Karine. Merci beaucoup à vous. À suivre dans Alsace Matin, Nostalgique de Germain Muller. Restez avec nous. Gabriel Goubet est réalisateur. Il signe un documentaire qui nous dit tout ou presque sur le cabaret alsacien. Un film à découvrir en ce moment en avant-première dans certaines salles de cinéma d'Alsace. Et puis nous parlerons aussi d'un almanach, Le Messager boiteux de Strasbourg, qui a 200 ans. Que peut-on y lire au fil des pages? La réponse avec notre invité Bernard Ribel, déguisé pour l'occasion. Ce n'est pas votre tenue au quotidien, j'imagine. Non, ce n'est pas celle au quotidien, mais ça, c'est juste dimanche. Je l'endosse. Je l'endosse chaque année. Très bien. Pour les dédicaces. Voilà, mais avant cela, route 67 nous fait découvrir la médiathèque André Malraux de Strasbourg. Elle fête son 5e anniversaire. C'est une véritable institution culturelle hors norme, véritable vaisseau amiral du livre. Et pour nous présenter cet endroit magique, 2 rats de bibliothèque, Régine Wilhelm et Vincent Roy. Le quartier dans lequel nous sommes aujourd'hui est un quartier en pleine mutation. Il s'agit des docks à Strasbourg, autrement appelé encore la presqu'île Malraux, une presqu'île où autrefois on déchargeait et chargeait les péniches. Le quartier s'est transformé en une zone d'habitation, une zone commerciale, mais aussi un pôle culturel très important grâce notamment à la présence de la médiathèque derrière nous, la plus grande médiathèque de tout l'Est de la France. Tous les jours, ils attendent. Ils attendent l'ouverture du sas de la médiathèque Malraux.
33 000 abonnés, 5 étages de documents, une médiathèque version XXL. Et pour gérer les prêts, il fallait des robots parfois capricieux, mais qui ont le mérite de traiter des centaines d'ouvrages. Avaler, détecter, scanner, chaque livre rejoint le bac qui correspond à son étage. Là, on vient d'ouvrir à midi, donc c'est le premier bac qu'on monte donc, au département art et BD. On en a monté un autre au département jeunesse. Voilà, donc c'est le deuxième bac depuis l'ouverture que nous montons. En quelques minutes, les bacs se remplissent et gagnent les étages, direction le 5e consacré au BD. 5e étage. Les livres sont pris en charge par les responsables de département, triés puis rangés, prêts à être réempruntés. On découvre souvent des BD qu'on n'a encore jamais rangées depuis 5 ans. Que moi, je n'ai jamais rangé depuis 5 ans, mes collègues l'ont peut-être rangé, mais pas moi. Donc j'ai encore des trouvailles. Mais il y a évidemment des grands classiques. Direction le 2e étage, section littérature. Quand est-ce qu'il a été rendu? Parce que du coup, régulièrement, quand les livres reviennent en rayon, les bibliothécaires y découvrent des marque-pages oubliés, factures, lettres de rupture ou photos de famille. Alors ça, ce sont les souvenirs laissés involontairement par les lecteurs dans les livres et qu'on retrouve dans les livres qu'on range. Il y a les tickets de train, les petits mots doux, celui-là est particulièrement sympathique. Mon amour, tu es une petite coquine que j'aime. C'est bon la vie avec toi, ne te prends pas la tête pour les organisations et profite de l'instant. Quand elle ne traque pas les marque-pages, Daisy passe une partie de son temps à aider et conseiller les lecteurs. C'est ce qui s'appelle dans le jargon de la médiathèque le service public. Un peu comme un médecin qui établit un diagnostic, on va poser des questions pour savoir en réalité qu'est-ce que la personne recherche réellement et qu'est-ce qu'elle aime réellement. Et de là, si par exemple l'auteur ou le livre qu'elle a demandé n'est pas là, on peut proposer autre chose à partir de ces petits indices-là. Le 6e étage est interdit au public. C'est là que s'isolent les bibliothécaires pour choisir les nouveaux livres. Pour sa politique d'acquisition, Daisy tient compte des propositions des lecteurs et pioche dans les catalogues et blogs. Impossible pour elle de tout lire. J'ai une enveloppe pour ça. Alors en euros, je ne me rappelle pas du chiffre, mais par exemple, en nombre d'exemplaires, ça va faire 500 romans dans l'année de littérature européenne. Par exemple, ça peut aller pour la rentrée littéraire de cet auteur turc traduit, Hakan Günday, qui est un romancier turc de la rentrée littéraire, à un auteur écossais, John Burnside, L'été des noyés, qui ont été achetés là spécialement pour la rentrée. Plus loin, c'est l'atelier du livre. C'est là que les nouveaux ouvrages sont dotés d'une puce anti-vol. C'est là que chaque livre se voit doté aussi d'un code d'identité. Et avant de partir dans le grand bain, une petite couverture pour le protéger des assauts des lecteurs. Avant qu'il passe, disons, dans le circuit normal, on est obligé de le couvrir. Comme ça, il est protégé pour une longue période. Enfin, on espère plus ou moins. La bibliothèque Malraux, c'est 260 000 documents, forcément, il y en a dans le tas qui pourraient bien vous intéresser. Et après les livres, ces 2 films dont nous allons parler avec notre invité Gabriel Goubet. Vous êtes réalisateur et vous venez de terminer un film qui s'appelle Tout le cabaret alsacien, enfin presque tout. Cabaret alsacien, 2 lettres en majuscules. Et c'est important, paraît-il. Pourquoi ? C'est très important parce que ce documentaire de 52 minutes est le seul objet. Il n'y a pas d'autres expos, il n'y a pas de livres, il n'y a aucun autre objet qui rassemble le cabaret alsacien en un seul objet. Et là, en l'occurrence, c'est en un film. Voilà. Alors, pourquoi vous avez choisi de consacrer 2 ans de votre vie à ce cabaret alsacien dont vous ignoriez tout, puisque vous n'êtes pas alsacien, non, je suis un Français de l'intérieur? Je suis un Français de l'intérieur, comme je le dis au début du film. Et ça fait maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années que je vis en Alsace. Et j'ai découvert cette forme de spectacle à un moment donné, et j'ai aussi découvert le bar à blé de Germain Müller, bien avant de découvrir le cabaret d'aujourd'hui, en fait. Et je me suis rendu compte à quel point
connaître le cabaret satirique, c'était un bon moyen de connaître l'Alsace. En tout cas, de répondre à plein de questions que moi j'avais, n'ayant pas grandi ici, n'ayant pas eu de grand-mère alsacienne pour m'apprendre à faire à manger, n'ayant pas eu de parents pour m'apprendre le dialecte. Voilà. Vous avez appris quoi, par exemple? Qu'est-ce que j'ai appris? Mais j'ai appris énormément de choses. Par exemple, j'ai appris à quel point l'après-guerre en Alsace est très importante pour comprendre l'Alsace d'aujourd'hui. J'ai réussi à mettre des mots et des sensations sur le hiatus générationnel et dialectal qu'il y a en Alsace, sur les gens qui vivent à la campagne, les gens qui vivent en ville, sur les multiples sociétés qu'il y a ici. Et le cabaret satirique est un très bon moyen de découvrir tout ça et de mieux le comprendre de manière transversale. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film, pour le faire découvrir aux gens comme moi, qui sont de ma génération, qui ne connaissent pas le cabaret satirique, alors qu'à 500 mètres de chez eux, par exemple, il y a la Choucrouterie à Strasbourg. Et j'ai vraiment voulu faire un film très grand public pour faire découvrir la diversité de cet art qui est unique en France. On ne s'en rend pas compte quand on est en Alsace, mais il n'y a pas d'équivalent en France. Alors ce film est construit un petit peu comme une enquête initiatique, une quête à laquelle vous nous invitez, et on s'aperçoit très vite que tous les chemins mènent à un homme, Germain Muller. Extrait. Au cours de mon périple, je me suis rendu compte que le cabaret alsacien doit sa vitalité à un homme exceptionnel, Germain Muller. Enfant du pays, poète, auteur et comédien infatigable, c'est lui qui, avec quelques autres, dans un Strasbourg détruit par la guerre, va inventer le Barabli, un cabaret inclassable, humaniste et joyeux. Bienvenue dans un monde où les gens du Bas-Rhin se moquent des Lorrains, où les gens du Haut-Rhin se moquent des Allemands et des Suisses, mais surtout d'eux-mêmes, car ici l'autodérision est reine. Et comme le disait Germain Muller, en Alsace, le contraire est toujours vrai. Voilà, Germain Muller, dont nous fêterons le 20e anniversaire de la mort le 10 octobre prochain. Gabriel Goubet, on apprend pas mal de choses aussi. On apprend notamment les origines baloises de cette notion de cabaret. Alors en Alsace, oui, le cabaret Barabli de Germain Muller, qui a quand même existé plus de 40 ans en Alsace, a des origines très concrètes depuis Bâle. Depuis un monsieur qui s'appelait Alfred Rasser et qui était cabarettiste bâlois et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a fait découvrir dans un camp de réfugiés suisses à Germain Muller, qui lui-même s'était enfui de la Wehrmacht, il lui a fait découvrir une forme de spectacle qui est, on pourrait dire, une forme de cabaret rhénan. Et que ce soit en Allemagne, en Suisse ou ensuite en Alsace, on a cette forme de cabaret qui est très particulière, où on a beaucoup de comédiens, beaucoup de personnes, enfin une équipe de comédiens qui va interpréter beaucoup de personnages, une alternance de sketchs et de chansons, toute une série de petits codes qui sont propres au cabaret alsacien. Vous considérez que c'est un film sur le cabaret ou sur l'humour rhénan? Disons que expliquer l'humour rhénan au grand public, ça ne peut pas se faire comme ça. Et d'ailleurs, tout le film est construit de manière à faire rentrer le spectateur non dialectophone progressivement dans une approche qui consiste quand même à avoir de l'humour joué en alsacien. Or, rien n'est plus culturel et rien n'est plus compliqué que de rire aux blagues des autres, quoi. Surtout quand on n'a pas la saveur, quand on ne connaît pas l'alsacien. On ne maîtrise pas la subtilité. Voilà, donc on peut parler d'un humour alsacien, mais c'est surtout les codes du cabaret qu'on découvre. Et évidemment, on découvre de quoi rit tout ce public, parce qu'il y a quand même 100 000 personnes. J'estime qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui voient du cabaret en Alsace chaque année. Qu'est-ce qui les fait rire? C'est le politique qu'on va... voilà. Oui, ce qui est surtout recherché dans le cabaret satirique alsacien, c'est la satire locale. C'est-à-dire cette possibilité d'aller voir en dialecte des gens qui montent sur scène et qui se moquent des politiques locaux. En Provence, c'est impensable que quelqu'un monte sur scène et en patois se mette à se moquer du maire du coin. En Alsace, c'est tout à fait normal. Et on ne se rend pas compte en Alsace que c'est unique. Voilà, on se moque des politiques, les femmes se moquent des hommes se moquent des femmes, ça marche toujours, ça. Ouais. Voilà, ce film, vous pouvez le voir en ce moment même dans les salles de cinéma d'Alsace, notamment lundi 6 octobre à 20h au Ciné-Cubique de Saverne, le jeudi 9 octobre à 20h au Select de Célestat. Il y a toute une liste comme ça de dates qui est prévue. Et puis, vous aurez la diffusion de ce film sur le cabaret alsacien samedi 25 octobre à 15h20 sur notre chaîne, sur France 3 Alsace. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce film, Gabriel. On va retourner
retourner du côté du parc assistance du Zénith à Strasbourg, le centre névralgique du 5e Rallye de France-Alsace qui démarre aujourd'hui avec Karine Gélébart, toujours sur place et puis même pour un bon moment, hein, jusqu'à dimanche. Oh oui, on va être là pendant 4 jours et là en fait on se trouve dans le village des exposants, des animations. Derrière moi il y a la file d'attente pour le simulateur, c'est une des animations qui a le plus de succès évidemment. Et la chef un peu de ce village exposant, celle qui est chargée de l'animer, c'est Sandy Divilec, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu comment on fait venir des gens ici tout le week-end, parce qu'ici ça désemplit pas, hein, c'est le principe. Tout à fait, c'est en fait tous ceux qui ne sont pas forcément des amoureux de la course proprement dite et qui n'ont pas envie d'aller en épreuve spéciale, qui peuvent venir passer un moment agréable, oui, bien évidemment autour du thème de l'automobile puisque c'est le but du jeu, mais voilà, pour profiter des animations diverses et variées qu'on peut trouver avec 50 exposants qui sont présents tout au long du week-end, du jeudi au dimanche. Et comme c'est gratuit au public, c'est vrai que c'est facile d'accès et que les gens ont plaisir à venir se promener. Oui, venir se promener. Alors c'est quel public qui vient? Il y a des familles ou c'est quand même des passionnés de voitures qui peuvent venir ici? Vous le conseillez à tout le monde? Oui, vraiment. Il y a beaucoup d'animations aussi pour les enfants. Donc ça, c'est très important. Il y a énormément de familles parce que justement, c'est convivial et ça permet de se retrouver, de partager un moment tous ensemble. Et vous avez bien évidemment un pourcentage élevé aussi de passionnés parce que vous êtes au cœur de la course automobile, la manche française du championnat du monde des rallyes qui est très importante, oui. Et oui, on l'a vu tout à l'heure, on est juste à côté des stands, des écuries des voitures. On peut voir à la fois les mécanos travailler et puis on est vraiment, pour vous situer, on est vraiment juste à côté des écuries ici au village des exposants. Tout à fait, on est en fait dans une des allées du Zénith, hein, on a essayé de le découper en plusieurs morceaux. Et on essaye de faire en sorte que tout le monde trouve sa place et qu'on ait une fluidité de déplacement entre les gens qui viennent pour visiter, pour connaître, pour se faire plaisir et ceux qui travaillent. Et vous espérez combien de personnes sur un week-end comme ça? Écoutez, on espère, comme chaque année, jusque-là on arrive à faire 40 000, alors j'espère que ça va continuer. C'est tout ce qu'on vous souhaite, vous en ferez peut-être partie Astrid, hein. Je vous conseille de venir, peut-être essayer le simulateur, qu'est-ce que vous en dites? Oui, le simulateur, vous devez connaître aussi un petit peu, je pense, vous avez dû tester déjà, je pense, Karine. À tout de suite pour une autre petite séquence, un autre point de vue de ce parc assistance du Zénith. Il est 10h30, on va faire tout de suite un point sur l'actualité régionale. Avec le flash présenté aujourd'hui par Sylvie Malal. Bonjour Sylvie. Bonjour Astrid. Et on reparle évidemment aujourd'hui de la centrale nucléaire de Fessenheim. Oui, on en reparle, mais paradoxalement, pas un mot hier sur la centrale nucléaire de Fessenheim dans le projet de loi sur la transition énergétique présenté à l'Assemblée nationale par Ségolène Royal. Rien sur une fermeture en 2016 promise par François Hollande. Malgré tout, le député haut-rhinois Michel Sordi a pris la parole au nom du groupe UMP pour proposer une motion de rejet du texte défendu par la ministre de l'Environnement, mais aussi pour défendre l'avenir de la centrale. Voici un extrait de ce qu'il a dit dans l'hémicycle. Supprimer 2000 emplois, directs et indirects, sur une usine qui fonctionne bien et qui est profitable pour notre pays, s'avère être de l'hérésie. Il y a dans notre pays trop d'entreprises qui mettent la clé sous le paillasson pour se permettre de fermer une entreprise qui marche bien. Les conséquences pour le bassin de vie sont impressionnantes. Perte de 50 millions d'euros d'impôts et taxes versées aux différentes collectivités. Fermeture de classes, fermeture de commerces, d'hôtels, de fournisseurs. Plusieurs centaines de maisons, de salariés installés sur ce secteur seront à vendre du fait des mutations du personnel EDF. Et pour enfoncer le clou, salariés d'EDF, prestataires et élus locaux vont manifester tout à l'heure à midi devant la centrale de Fessenheim pour redire leur rejet d'une éventuelle fermeture qu'ils qualifient eux aussi de gâchis économique, environnemental et social. Dans une bibliothèque, normalement, on trouve des livres. Mais hier, au Conseil de l'Europe, à Strasbourg, des députés étaient invités à consulter une bibliothèque vivante, c'est-à-dire que les livres sont en fait des personnes en chair et en os. Le thème, faire reculer le racisme et la haine à travers des histoires vécues, par exemple celles de jeunes venus du continent africain à la recherche d'une vie meilleure. Et ces témoignages sont précieux pour les hommes politiques.
Écoutez. Une politique, il faut qu'il soit vraiment en prise directe avec un certain nombre de réalités. Les réalités, c'est ici qu'on les trouve. En parlant de moi, de mon statut, comme on m'appelle ici, mineur étranger isolé, en parlant de moi, je parle aussi de beaucoup d'autres jeunes qui sont dans mon cas, qui eux n'ont pas la chance d'être ici pour s'exprimer. Et puis vous l'avez déjà largement évoqué sur votre plateau, Astrid, le rallye de France-Alsace. On y revient bien sûr dans l'édition de la mi-journée. La cérémonie d'ouverture à 17h30 sera visible en direct sur alsace.france3.fr. Et puis le 19-20, édition spéciale présentée par David Marcelin. Merci beaucoup Sylvie, belle journée à vous. Prochain rendez-vous de l'actualité régionale à midi avec Anne de Chalandard. Direction maintenant Mission Elsassich, cette chronique en alsacien que nous vous livrons tous les jours pour apprendre un mot en alsacien, enrichir votre vocabulaire. Vous allez pouvoir prendre votre leçon. Gabriel Goubet, aujourd'hui c'est Pierre Nuss qui nous emmène à l'église. Ein schöner Gruß beieinander, jeder Tag ein neues Wort auf Elsassisch und 3 Minuten. Heute die Pfarrei, la paroisse, en moins d'une minute en alsacien. Im Elsass ist halt schwer, Geschichte und Religion zu trennen. Difficile de dissocier l'histoire et la religion en Alsace. Preuve en est notre attachement au Concordat. Jedes Dorf hat seine Pfarrerkette. Chaque village avait son curé. Le mot Pfarrer vient du vieux germanique Pfarrer, qui vient lui-même du latin Pfarrere, qui est lui-même issu du grec paroikia. Prononciation non garantie, qui signifie celui qui reste proche. Par extension, Pfarrei, c'est la paroisse. Il y a encore 50 ans, le curé ou le pasteur étaient les personnages les plus importants du village, avec le maire et le médecin. Bis bald für ein neues Wort. Elsassisch bombich. Et c'est un almanach que nous allons découvrir, peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas redécouvrir pour beaucoup, puisque Bernard Ribel, cet almanach, Le Messager boiteux de Strasbourg, a 200 ans. On rappelle peut-être ce qu'est un almanach et ensuite vous nous expliquerez en quoi consiste ce joli costume. Donc vous êtes affublé ce matin. Oui, alors en effet, on fête nos 200 ans d'existence. Alors un almanach, ça vient du Proche-Orient. Almanach qui veut dire à l'année prochaine. Et comme algèbre ou alchimie, donc ça a été inventé en Syrie. Et à cette époque-là, on juxtaposait le calendrier de l'année prochaine avec les fêtes religieuses, avec les prévisions météo et les conseils d'agriculture. Alors cet almanach du Messager boiteux de Strasbourg, c'est le plus ancien almanach de France. Oui. Il est né en 1814. 14, pour l'année 1815. Pour l'année 1815, exactement. Oui. Quelle est l'histoire de ce messager boiteux? Alors on dit, c'est une légende, puisque c'est un personnage virtuel, un peu comme Tintin qui a été inventé par Hergé, eh bien, que c'est un invalide des guerres napoléoniennes. Il aurait perdu sa jambe sur un champ de bataille, peut-être à Austerlitz. Et dans cet almanach de cette année, je raconte pour la première fois cette biographie, un petit peu la somme de tout ce qu'on raconte durant ces 200 ans à ce sujet-là. Cette édition, donc 200e année, oui. Comment vous l'avez conçue? Parce que c'est un numéro un peu spécial. Oui, alors non seulement il est plus gros et plus grand, mais une dizaine d'auteurs se sont associés pour donc publier plus d'une trentaine d'articles. Aussi bien dans des thèmes d'histoire, de géographie, de sciences. On aborde de la technologie, comme par exemple la mission Rosetta ou Dawn aux confins du système solaire, des articles sur le tramway, mais aussi la suite des lettres inédites de Dr Jeanne et Paul Israël à Lambaréné, qui ont travaillé avec le Dr Schweitzer. Un témoignage émouvant d'un grenadier de la guerre 14-18. Eugène Vénère. Donc on trouve vraiment pour tous les publics, pour tous les Et puis il y a les classiques, hein. On retrouve effectivement l'horoscope, les conseils de jardinage, toujours. Toujours, ça reste... très proche du calendrier avec les prévisions météo, les recettes de cuisine aussi qui sont très appréciées. Comment on fait pour les prévisions météo sur une année, comment on fait? Ça c'est notre recette de cuisine, c'est donc un petit peu notre mystère de la maison, mais voilà, elle reste modeste et très approximative toujours. C'est le bon sens paysan souvent qui prime dans ce genre d'ouvrage. Aujourd'hui, qui sont les lecteurs de ces almanachs? Alors, ça s'adresse en principe à tous les âges, mais bon, c'est sûr que le lectorat est âgé.
Et donc, on essaye de diminuer les tranches, les niveaux d'âge, d'abaisser un peu d'abaisser le niveau de l'âge. Et donc, pour cela, on a publié un spécial pour les enfants. Le petit messager boiteux pour la première fois. Grand-mère et grand-père lisent ça. Et puis le petit enfant fait les coloriages et les petits jeux. Il trouve donc des jeux, des petites histoires, donc un petit supplément gratuit, spécialement destiné aux enfants. Au fil de ces 200 ans, comment a-t-il évolué cet almanach ? Eh bien, il est resté assez proche des traditions. Comme vous avez pu le voir, la couverture n'a guère changé. C'est le seul survivant messager boiteux, à part celui qui existe encore en Suisse. Et donc, on part toujours du même principe, apporter la distraction dans les foyers, la détente le soir, dans un monde qui est dominé par donc l'ordinateur, l'informatique. Et bien, donc, c'est un moment de se poser le soir en famille, de se détendre avec des articles plus proches, plus intimistes, plus régionaux aussi et plus pointus. Il faut le signaler au passage, il y a eu des collaborateurs de renom. Ah, oui. Je pense à Gustav Stoskopf, Charles Spindler. Voilà, Charles Spindler. Voilà, Jean-Christian, des grands poèmes, des grands poètes, ou Sylvie Reff aussi, qui sont encore. Et vous, pourquoi est-ce que ça vous intéresse toujours ? Eh ben, c'est une passion qui m'est tombée dessus, je dirais. Par mon grand-père qui lisait cela, et puis un beau jour, eh bien, on m'a proposé de faire un article, et puis donc voilà, donc, depuis une bonne quinzaine d'années que j'ai le plaisir d'y participer. Et ce costume, c'est vous qui l'avez fait aussi ? Alors le costume, il a une centaine d'âges, et c'est un costume qui a été fait à Paris, donc pour le théâtre alsacien. Et donc on a retrouvé dans des archives de théâtre alsacien. Très bien. Le messager boiteux de Strasbourg a 200 ans, un numéro collector que vous pouvez trouver chez vos marchands de journaux, oui. Chez les bons buralistes de la région. Et dans les grandes surfaces aussi. Et les grandes surfaces. On va faire un dernier petit tour du côté du parc Assistance qui se trouve au Zénith de Strasbourg, le poumon de ce 5e rallye de France-Alsace qui démarre aujourd'hui et que l'on va vous faire vivre sur France 3 Alsace jusqu'à dimanche. Et Karine Gélébar, évidemment, dans les allées du parc, on croise des pilotes et parmi eux des Alsaciens aussi, j'imagine. Exactement, là on s'est un petit peu éloigné des gros stands, des grandes marques, on est dans les allées des amateurs. Alors amateurs à moitié pour certains, puisque Jérôme Schmitt qui est avec nous, bonjour. Bonjour. C'est déjà sa 4e participation et puis il a monté une structure, donc il y a 4 voitures, c'est ça, qui participent sous vos couleurs, on peut dire ça comme ça, vous préparez les voitures. Absolument, nous sommes une structure professionnelle en Alsace, on exploite et on loue des voitures de course et donc les pilotes ont fait appel à nos services pour l'événement ici. Il y a évidemment des Alsaciens dans vos pilotes. Eh oui, effectivement, sur cet événement-là, en l'occurrence, il y a 4 Alsaciens. On parle forcément des Alsaciens parce que pour eux c'est un petit peu particulier. J'imagine que de participer à une manche de Coupe du Monde quand on est Alsacien et qu'on est amateur, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, non ? Oui, absolument. Là, on a 2 nouveaux pilotes pour qui c'était un rêve et donc ils sont dans l'aboutissement de ce rêve de pouvoir participer à une telle épreuve. Et donc, ça nous fait bien plaisir de pouvoir les accompagner, les conseiller avec notre expérience qu'on a nous-mêmes sur le terrain ici. Ouais, c'est un rêve qui a un coût aussi pour tous ces amateurs. Combien ça coûte quand on veut participer comme ça à peu près, ça fait un budget de combien par équipage ? Ça dépend du type de voiture, mais on peut considérer que les budgets vont de 10 à 20 000, 25 000 euros selon le type de voiture, tout compris sur une épreuve comme ça, en tous les cas chez nous. C'est un rêve qui a un prix. Alors après, il faut arriver au bout. C'est un petit peu le but de chacun, j'imagine. Est-ce que ça vous avantage de connaître les routes ? Non, je pense pas. Très honnêtement, à partir du moment où on est en course, chaque course est nouvelle. Des pièges, il y en a à chaque kilomètre. Donc c'est pas forcément un avantage, non. Alors vous avez décidé de ne pas faire les essais ce matin, vous n'avez pas participé au check-down, pourquoi ? Tout simplement, dans le timing de la journée, il est déjà assez comprimé et par expérience, sur les check-downs comme ça, un petit peu entre les trottoirs en ville, il suffit de faire une petite faute, d'avoir un demi-train, ça chamboule de toute façon tout de suite le reste, mettre l'équipe en panique, ça sert à rien. On s'est préparé au préalable et une fois qu'on est là, on minimise les risques. Donc c'est demain le grand départ, vous l'appréhendez comment ? Il vous paraît difficile, il y a eu quelques petits changements de parcours cette année, ça va être long comme d'habitude, hein ? Effectivement, franchement le parcours est très très sélectif, c'est vraiment un très beau rallye mais très difficile comme à l'époque déjà de l'Alsace-Vosges, quand il y avait la manche du championnat de France. Depuis qu'il y a le rallye de France, on emprunte souvent des routes qu'on connaît sur ce tracé-là. Cette année il y a des nouvelles spéciales, inédites.
À nouveau, toujours dans le même registre, très rapide, très difficile. C'est vraiment un rallye complexe. On vous souhaite d'arriver au bout, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Rendez-vous à tout le monde dès demain matin pour la première spéciale et puis sur les antennes de France 3 Alsace tout au long du week-end. Merci beaucoup Karine. Bon week-end à vous aussi parce que ça va être sportif pour toute l'équipe de France 3 Alsace déployée pour couvrir cet événement. Et on vous l'a dit tout à l'heure, donc à partir de 17h30 sur le site internet alsace.france3.fr, vous pourrez suivre en direct la cérémonie d'ouverture. Et évidemment, ce soir, 19h, journal spécial à rallye en direct du Wacken avec David Marcelin. On termine cette émission avec nos deux invités. Bernard Ribel pour ce messager boiteux de Strasbourg, cet almanach, ce plus ancien almanach de France. Quel est l'avenir de ce genre d'ouvrage à l'heure d'Internet? On espère le plus long possible. Donc c'est justement, on va essayer de percer par Internet, de le faire connaître, puisqu'il y a aussi des communautés alsaciennes qui se le procurent. J'étais il n'y a pas longtemps en Californie, il est lu à New York, et puis bien sûr à Paris aussi. Mais bon, avant tout, il touche les départements de l'Est. Et donc, Alsace, Lorraine et Franche-Comté, donc il faut qu'on fasse un peu notre conversion petit à petit sur Internet. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Ce fut un plaisir. Gabriel Goubet, je rappelle, votre film à découvrir en ce moment dans les salles de cinéma d'Alsace s'appelle Tout le cabaret alsacien, enfin presque tout. Et comme vous êtes un enfant devant l'Éternel, je vous remets le petit messager pour vous. Merci. Voilà, belle journée à vous sur France 3 Alsace. On se retrouve demain en direct à 9h50. À demain.